Nous avons déjà constaté que les individus appartiennent à de multiples groupes. Les caractéristiques de ces différents groupes sont très diverses. Observons quelques distinctions établies par les sociologues. Charles Cooley, un sociologue américain, a établi une distinction entre deux types de groupes sociaux, les groupes primaires et les groupes secondaires. Plusieurs critères sont utiles à comprendre cette distinction, on en retiendra trois. La taille d'abord. Les groupes primaires sont plutôt de petite taille. Cooley en donne trois exemples emblématiques de son époque. La famille, les groupes de pairs ou le voisinage. A l'inverse, les groupes secondaires sont plutôt de grande taille. C'est le cas d'une entreprise, d'une armée, voire de toute une nation. On peut ensuite opposer les deux types de groupes par la nature des relations qui unissent ses membres. Dans les groupes primaires, les relations sociales sont directes ou interpersonnelles. Les individus se connaissent. Ces relations sont souvent faites de sympathie, d'affection. La loyauté envers le groupe est souvent forte. Celui-ci a une grande emprise sur ses membres. C'est typiquement le cas de la famille, où le groupe préexiste à l'individu. Dans les groupes secondaires, les relations sont plus indirectes, et donc souvent plus superficielles et moins intimes. Les relations sont souvent construites sur un mode contractuel. Les individus ont consciemment construit le groupe. L'intérêt individuel est à la base du groupe. Les deux types de groupes s'opposent aussi sur les moyens mis en œuvre pour contrôler les comportements de ses membres. Dans les groupes primaires, ce contrôle est plutôt informel. Celui qui ne respecte pas les normes subit essentiellement la réprobation du groupe. Il peut faire l'objet de moqueries, être mis à l'écart des conversations, subir de reproches, etc. Dans les groupes secondaires, les sanctions sont davantage formelles et prises en charge par des organes et des agents spécialisés. Une seconde distinction entre les groupes est établie en sociologie. Pour la comprendre, il convient de se demander ce que signifie vraiment appartenir à un groupe. Prenons un exemple. Que signifie appartenir au groupe des filles? Cette appartenance repose d'abord sur des critères objectifs définissant la catégorie, ici l'âge et le sexe. C'est aussi avoir des manières d'être, de sentir, d'agir propres au groupe. Être une fillette est associé à certaines activités, à certains goûts plus ou moins stéréotypés. D'un point de vue subjectif, appartenir au groupe des filles peut vouloir dire avoir conscience d'en être une. Le sentiment d'appartenance se forge par le sentiment de non-appartenance à d'autres groupes. Les filles se pensent comme telles, par opposition aux garçons, aux adultes. Ce sont donc bien sûr surtout les interactions sociales qui situent les individus dans les groupes. Les contacts avec les autres classent les fillettes dans un même groupe. L'aspect pluridimensionnel de l'appartenance aux groupes sociaux peut induire une distorsion dans le vécu des individus. Le sociologue américain Robert Merton a ainsi établi une distinction entre groupe d'appartenance et groupe de référence. Un individu est dans un groupe d'appartenance en vertu de critères objectifs. Cette situation induit des attentes de la part des autres agents, les membres de son groupe notamment, mais aussi tout autre individu avec lequel il est en interaction. On retrouve la notion de rôle étudiée dans le premier chapitre. Néanmoins, un agent peut aspirer à faire partie d'un autre groupe. On parle alors de groupe de référence. Il en adopte alors autant que possible les normes et les valeurs. Merton parle de socialisation anticipatrice. Le décalage entre les attentes de la société et les aspirations de l'individu peut induire des conflits de socialisation, comme on l'a étudié au chapitre précédent. On peut aussi parler de frustration relative pour exprimer la souffrance occasionnée par le classement opéré par le groupe contre les aspirations de l'individu.